Je voudrais féliciter l'équipe, je voudrais féliciter Daniel. Je dirai un peu pourquoi. Ah, ben d'accord, ben j'accepte. Une grande félicitation à Sinadia. Merci beaucoup, Gérard. Et puis notre invité d'honneur qui est Max Monrose, le patron de la chaîne, notre patron, c'est notre patron. Ouais. Alors je vous félicite parce que vous avez surmonté l'adversité, l'amorosité, les barrages, et puis vous êtes là, et puis on fait une émission, quoi. Mais pendant que je te tiens, Max, parlons un petit peu de notre chaîne bien-aimée, Zitata. Alors, où est-ce qu'on en est? Faisons le point. Tu es content? Quels sont tes points de satisfaction profonds? Ben, je dis bonjour déjà. Voilà, bonjour de pouvoir dire bonjour sur bonjour à l'antenne. Daniel, merci encore d'être là. Bonjour à Nadia qui répondait tous présents pour cette émission. Alors, comment va la chaîne? Comment elle se développe? Alors, d'une manière générale, je suis assez satisfait puisque j'ai pour habitude de regarder ce qui se fait de bien et d'attendre les jours meilleurs pour que ce qui n'est pas encore fait se fasse. Et je suis dans une sérénité totale. Donc les choses avancent dans le bon sens. Malgré la pandémie, malgré le... Alors il est évident que la progression est ralentie, mais on fait avec, hein, on s'habitue et donc on fait. Et je pense que les téléspectateurs qui nous reçoivent maintenant sont quand même contents de nous recevoir. Fais le point sur la réception. Alors si tu veux... Alors, pour rapidement faire l'historique, on a commencé à émettre en mai, donc que sur la TNT, le canal 31, le canal 11, pardon. La TNT, c'est le canal public, la chaîne gratuite. C'est la chaîne gratuite pour tout le monde, avec juste l'antenne râteau sur le toit. Il n'y a pas besoin d'abonnement, c'est gratuit. Depuis septembre, nous sommes sur Canal, donc c'est le canal 31 de Canal Sat. Voilà, c'était déjà une première raison de satisfaction. Et puis depuis peu, donc depuis novembre, nous sommes sur SFR, le canal 4. Donc, grosse satisfaction, ça fait une possibilité d'atteindre beaucoup plus de téléspectateurs. Canal 4, ça veut dire que tu es en pole position, pourrait-on dire. Ça s'est fait comme ça, donc je n'ai pas demandé, je n'ai pas choisi mon canal, donc c'est, voilà, SFR a décidé. Tu as pris ce qu'on t'a donné. Exactement, SFR a décidé cette numérotation que j'ai acceptée avec plaisir, bien évidemment. Voilà, moi, je suis désolé, mais j'interprète ça comme une prime à la qualité. Parce que je ne sais pas. C'est le téléspectateur qui pourra parler de qualité dans quelques temps. Donc, puisqu'on n'a pas encore atteint le niveau que j'avais imaginé au départ. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne se sont pas faites comme on voulait. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité de la diffusion, la qualité que le téléspectateur reçoit aujourd'hui, ce n'est pas celle que nous produisons. Donc elle est largement en dessous de ce qu'on est en mesure de donner. Qu'est-ce que tu entends par qualité de la diffusion? Alors c'est simple, hein, tout ce que nous produisons est en 4K, donc en ultra haute définition. Voilà, c'est une norme. Et en diffusion sur la TNT, nous sommes qu'en SD, donc en standard définition. Ce qui est plus bas. L'image est 32 fois inférieure à la qualité que nous produisons. Donc, et c'est pareil sur le canal SAT, on est encore en SD. Donc, tout ça, ça va évoluer. Donc, pour l'instant, la meilleure qualité que nous ayons, c'est sur SFR. Nous sommes en HD, en haute définition. Mais bon, il y a des choses qui sont prévues pour que la qualité s'améliore encore. Voilà. Mais il manque encore un diffuseur. C'est pas un diffuseur. C'est un distributeur. Donc, il manque un distributeur qui est Orange et ça sera chose faite, je pense, au début de l'année prochaine. Très bien. Voilà, donc les choses avancent, je suis content, les téléspectateurs sont patients, ils sont indulgents, donc effectivement il y a des petites erreurs que nous corrigeons au fur et à mesure. Je regarde les commentaires que je vois sur les réseaux, je n'ai pas vu de commentaires qui soient farouchement hostiles. Et en tout cas, ils sont plutôt encourageants et voilà, ça me donne encore plus de force pour continuer. Ce qui voudrait dire que le label, enfin disons le code génétique, je n'aime pas cette formule, mais enfin bref, le trait particulier que tu veux donner à la chaîne, qui est la qualité dans l'esthétique, qualité dans la diffusion, ce qu'on appelle la diffusion, des qualités d'image, si je comprends, le confort, qualité aussi de l'esthétique, des émissions elles-mêmes. Mais qualité sur le contenu, c'est très important, le contenu. Culturelle. Alors c'est vrai que, bon, je suis un technicien à la base, donc je suis très attaché à la qualité technique. Les gens qui me connaissent dans le métier savent très bien que je suis le premier à acheter le matériel dernier cri parce que j'aime ça. Donc même si ça n'est pas rentable, j'aime ça. Donc je suis un malade de la qualité technique. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est le plus important, ça reste quand même le contenu.
Donc c'est vrai que pour l'instant, la chaîne se met en place. On est encore en train d'affiner un certain nombre de points techniques, mais on va passer à l'étape où on va s'occuper du contenu. Donc à la fois en quantité et en qualité. J'ai des retours, mais excessivement chauds, forts et éloquents sur les documentaires musicaux, le tama, Malavoie, ces choses-là. Les gens vraiment, les gens sont très satisfaits de cette façon de montrer les artistes et de façon intemporelle. Et je pense qu'il faut encourager la chaîne de continuer sur cette direction. Je sais que ça coûte très cher, un documentaire comme ça coûte de l'argent. Un documentaire comme celui-là, il coûte à peu près 110 000 euros. Ouais. Alors, il est évident que Zitata n'a pas les moyens d'acheter des documentaires à 110 000 euros, donc on voit les producteurs et on les achète à un prix largement inférieur. Donc, c'est d'accord. Voilà. Et puis aussi, il faut qu'il y en ait en quantité suffisante pour alimenter une chaîne de façon permanente. Quoi. Absolument. Oui, mais il supporte bien la rediffusion. Ce genre de programme, a priori, supporte la rediffusion. Et puis, il y a peut-être que vous l'avez oublié, Canal+, quand Canal+ a commencé, il y avait beaucoup de rediffusions. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la rediffusion. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Et je pense même qu'aujourd'hui, à l'heure où nous vivons, vu la multiplicité de chaînes, vu le peu de temps que les gens ont pour regarder la télévision, c'est plutôt une bonne chose à mon sens qu'il y ait la possibilité de revoir la rediffusion, la multidiffusion de programmes, de manière à ce que tous puissent... Oui, puis on n'est pas obligé de rester une heure à regarder une émission. Mais de toute façon, personne ne reste une heure devant la télé. C'est très rare que peu de gens restent aussi longtemps. À condition qu'on ait une grille précise qui indique, alors on vient à ce sujet glissando, une grille, quand est-ce que, il faut un certain nombre d'émissions. La grille se met en place, je vais l'annoncer quand ça sera le moment. Mais la grille se met en place. Pour l'instant, nous avons un certain nombre d'heures de programme qui repassent à une certaine cadence. Et je ne dirais pas de manière aléatoire, parce que c'est quand même assez calculé, mais c'est en fonction de la durée des programmes, c'est en fonction Enfin, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu. Et tous les paramètres ne sont pas encore satisfaits pour qu'on puisse dire, voilà, on va commencer une grille régulière à partir de telle date. Ça ne devrait pas tarder, mais voilà, vous serez au courant. Gérard, tu seras le premier à être au courant. J'espère bien, d'autant plus que la grille facilite la commercialisation des programmes de la chaîne. D'ailleurs, je te prends un mot pour finir. La commercialisation se fait, donc tu as dû remarquer que de plus en plus, les annonceurs nous font confiance et nous appellent pour être présents sur Zitata. Donc, c'est un élément qui est capital pour nous, parce que c'est grâce aux annonceurs qu'on peut avoir les moyens de financer les programmes. Je ne voulais pas aborder cet aspect commercial, parce que ce n'est pas mon secteur, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais personnellement, en tant que téléspectateur de cette chaîne, je trouve que pour une chaîne qui commence toujours si balbutiante en pleine pandémie, il y a quand même des gens qui font confiance et qui confient de la pub. Oui, c'est même à la limite... C'est bon signe. C'est surprenant et c'est bon signe, naturellement. Ai-je oublié mes chers partenaires, ai-je oublié une question? Avez-vous un point? Pendant que vous tenez le directeur sur la main. Non, je crois que c'était très, très, très complet, qu'on a hâte effectivement d'avoir cette grille et puis de savoir où on en est. Une question peut-être, est-ce que dans les documentaires, ça existe les documentaires libres de droit? Moi, je ne connais rien. Non, ça n'existe pas. Tous les documentaires, ça coûte suffisamment cher pour qu'on ne les donne pas comme ça. Dommage. Non, mais il y a des documentaires qu'on peut avoir aussi gratuitement. Bon, parce que celui qui l'a conçu, produit, voudrait une diffusion. Donc, à la limite, il nous demande si on veut bien diffuser son documentaire. Des documentaires militants, peut-être sur l'écologie, l'environnement. Oui, là, on a eu une demande là, pour justement les droits de la femme. Et voilà, on a accepté avec plaisir de le diffuser. D'accord. Bon, mais je te libère, retourne à tes dossiers, à tes demandes de financement, à tout, quoi. Hein, à la révision des appareils techniques, etc. Parce que c'est aussi l'homme à tout faire. Nous allons passer aux actualités. Merci, Président. Bon, alors actualité, violence urbaine.
qui serait traité à bâton rompu, conversation de café de commerce par tout le monde. Bon, je lance le sujet, j'avais fait un petit texte, mais qui est déjà un peu obsolète, parce que tous les jours, il y a du nouveau. La Guadeloupe, on a vu incendie, pillage, GIGN, RAID qui ont débarqué. Alors, sur le moment, maintenant, c'est devenu banal. Pour le moment, au moment où ça s'est fait, on a eu une émotion. Mais quand même, les images de la commune du Lamentin avec la petite cité commerciale, le petit centre commercial, où le tractopelle a bousillé les rideaux, les rayons, et oui. puis que les garçons ont pillé, ça a été vraiment le début du mouvement en Guadeloupe. Ça m'a impressionné le sens d'oreille. Et puis la façon, la méthode. C'était quand même préparé. Mais les images restent impressionnantes. Les images restent impressionnantes. Les images sont impressionnantes. Ce que tu dis, qui est très vrai et qui est finalement très dommage, c'est qu'il y a l'espèce d'escalade de fascination et dans l'horreur, parce que la première fois, on est choqué en se disant « Oh, mais c'est pas possible !» et c'est la réalité. Et puis le lendemain, il y a une image encore plus terrible qui fait oublier la précédente. Et c'est quand même dommage. Ça fait maintenant plus d'une semaine que ça dure et... Voilà. Et puis les méthodes, ça veut dire qu'on se rend compte qu'ils peuvent entrer n'importe où. Moi, je regarde avec beaucoup de suspicion les portes blindées, parce qu'il y a ici une école où la principale expliquait que les portes étaient sécurisées et tout, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trous à côté. Dans le mur en béton. Et puis ils ont dégagé tous les ordinateurs et tout. Alors là en Guadeloupe, ils ont récupéré un tractopelle de chantier voisin, et puis ils ont simplement enfoncé. Surtout que dans les personnes qui participaient à ça savaient, il y avait une qui savait Il y avait aussi conduire. la même chose en Martinique sur la poste de Briand. De Briand, Voilà. oui. De Briand, Qu'ils ont de Briand incendié. redit ça, oui. Oui, voilà. Oui. Alors, donc, la technique était de faire des barrages en amont pour empêcher la police d'arriver, force mobile par la police, la gendarmerie, et puis en même temps d'attirer ailleurs, d'appeler ailleurs, et les pompiers. Et puis, dans ces conditions, c'est presque un état insurrectionnel. Alors, toute la question est de savoir si, parce qu'on a débattu beaucoup de ça au niveau peut-être un peu sur les réseaux sociaux, l'intervention du GIGN et du RAID, qui sont des unités normalement qui sont formées contre le terrorisme. Alors, la question était de savoir, est-ce qu'elles étaient... Bon, la question restera ouverte. Est-ce qu'il y a une charte, est-ce qu'il y a un texte très précis constitutionnel qui dit qu'il faut que ça soit du terrorisme? Est-ce que là, le mouvement n'était pas suffisant? C'est pas seulement de terrorisme, parce que quand il y a des agressions violentes, le GIGN est appelé. Et en l'occurrence, à partir du moment où on tire à balles réelles, je trouve qu'on a franchi tous les degrés. Donc, par conséquent, moi, je ne crois pas qu'on puisse se poser tellement cette question-là de l'opportunité. Simplement, je pense que c'est à nous, tous de la société, que ces événements interpellent, et que sans avoir de jugement à l'emporte-pièce, abrupt, catégorie, mais il y a une vraie analyse à faire. Et il me semble qu'il faut avoir une vision un peu moins angélique des choses. Parce que pendant longtemps, on s'est dit « Ah, c'est des petits jeunes qui sont en quête de... » Il y a cela. Il ne faut pas le nier, effectivement, des jeunes qui sortent à 16 ans du lycée, qui ne savent pas quoi faire. Mais ils sont, comment dirais-je, attirés par d'autres. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser à la Martinique. Et ça fait un moment que les policiers tirent la sonnette d'alarme. Et pour les avocats qui sont dans les dossiers au pénal, ils le savent très bien, qu'il y a une délinquance qui a changé de nature à la Martinique. Il y a des gangs organisés, armés, dans des secteurs qui sont la prostitution, le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants. Et donc, ça nécessite un traitement particulier. Et je crains que nos hommes politiques et un certain nombre de responsables n'aient pas pris la mesure de cet enchaînement. On a considéré comme si la société fonctionne toujours pareil depuis 50 ans. Les choses ont changé et on n'a pas adapté notre grille de lecture. Et par conséquent, on est dépassé pour donner des réponses. C'est dans la violence que ça se fait. Comme pour prouver ce que tu viens de dire, on a quelques vidéos, nous pourrions passer la première, si la technique m'entend.
Guadeloupe, ce communiqué de la préfecture qui nous parvient et qui indique que pour la 3e nuit consécutive, la Guadeloupe a connu des violences urbaines. Des groupes parfois armés ont tenté de piller et de saccager des commerces dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, où on lamentait en s'opposant systématiquement et avec violence à l'action des forces de sécurité. Des barrages enflammés ont été dressés pour favoriser ces pillages et interdire l'intervention des services de secours. Une nouvelle fois, les forces de police et gendarmerie, mais aussi les sapeurs-pompiers qui intervenaient sur les feux ont fait l'objet de plusieurs tirs d'armes à feu. 2 membres des forces de sécurité ont été blessés. Au cours de la nuit écoulée, leur action déterminée indique ce communiqué a permis de conduire 38 interpellations. Les personnes concernées seront présentées au plus vite aux autorités judiciaires. L'intention de s'approprier des biens pour effraction n'est plus la seule motivation de ces bandes organisées qui recherchent désormais le chaos. Des commerces de première nécessité pour la population, dont 4 pharmacies ont été fracturées et des voitures de particuliers enflammées. Il est rappelé à l'ensemble de la population, indique encore ce communiqué de la préfecture, de limiter ses déplacements dans le cadre du couvre-feu instauré. Les multiples barrages installés pour faire échec à la progression des forces de l'ordre sont autant de dangers pour les automobilistes et nuisent à l'intervention des services d'urgence de santé. Ainsi, durant la nuit passée, l'hospitalisation d'une fillette en insuffisance respiratoire a été retardée. En Guadeloupe, la côte sous le vent, qui est généralement très calme, a été particulièrement active la 4e nuit, la 5e nuit, parce que justement toutes les forces s'étaient réunies, s'étaient regroupées au niveau du pont de la Gabarre, au niveau de Pointe-à-Pitre, au niveau du centre où généralement ça chauffe. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion maintenant, comme tu le dis, ce sont des groupes organisés, il y a une réflexion dans la délinquance, dans la criminalité, et dans le but effectivement d'utiliser les mouvements sociaux et de les transformer en mouvements séditieux, en mouvements criminogènes, enfin criminels. Et tant et si bien qu'il y a quand même eu des personnes interpellées. À l'époque, on était c'est déjà à l'époque, ça remonte à jeudi dernier. Il y avait 37 personnes déjà, maintenant je ne sais pas combien il y en a, mais c'est vraiment l'écrémage, quoi. C'est vraiment ceux qui tombaient sous la main des forces de l'ordre. Oui, parce que les chefs ne sont pas sur le terrain. Alors en Guadeloupe, la colère, elle est pas justifiée. La colère, on peut être en colère, mais en fait, les actes ne sont pas justifiés, parce que la vie en Guadeloupe, avec les problèmes de déchets d'un premier temps, d'un deuxième temps, les problèmes d'eau, il y a des gens qui restent un mois sans eau, il y a des tournants pour avoir l'eau dans quasiment toute la Guadeloupe. C'est quand même très insatisfaisant, et ça reste également un secteur, on va y venir tout à l'heure, qui est confié aux élus. Bon, je ne vais pas les pauvres les assassiner. Alors en Martinique, à ce jour, on a compté, dites-moi si je me trompe, 10 membres des forces de l'ordre blessés, un par balle, souvent, ainsi qu'un par plomb, ainsi qu'un manifestant, le pauvre chéri. Des personnes interpellées avec des armes de guerre ou des pistolets mitrailleurs. C'est ça, des armes de guerre ou des pistolets mitrailleurs. Est-ce que le journaliste ne connaît pas? Et c'est pas, parce que j'ai repris ça d'un journal local, des armes de guerre, des pistolets mitrailleurs. On a fait rentrer ici, oui, mais par Yole, ça circule surtout. Non, mais des armes de guerre. Non, mais attendez, parce que celui qui vous parle, il a des armes de chasse. Non, mais les armes de guerre, mais il y a un trafic, mais il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se fermer les yeux. Parce que ça arrive de façon clandestine. Mais comment peut-on envoyer ici une circulation d'armes de guerre, de pistolets mitrailleurs, et qu'il n'y ait pas quand même un petit indique qui puisse dire, monsieur, un tel ni un Kalachnikov, un tel... Mais je dirais qu'il n'y a même pas besoin d'avoir d'indique. Il suffit d'être attentif quand on circule de jour, en regardant les motos et les scooters qui circulent, parce que les armes sont quelquefois apparentes. C'est ça. Donc par conséquent, c'est même pas caché. C'est même pas caché. Donc la question, c'est les moyens. Et donc, quand on veut, je veux dire de la même façon que pour un certain type de délinquance, ça veut dire qu'il y a une organisation en hommes. Ça veut dire des personnes qui sont sur le terrain, mais des personnes aussi qui réfléchissent. Et des personnes, c'est comme les experts dans les séries, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour croiser des communications téléphoniques, pour faire réplique, mais il faut du monde. Il faut donc, c'est une décision politique, et c'est une décision politique de l'État. Parce que quel que soit le statut qu'on a, c'est une compétence de l'État. Et à l'heure actuelle, il faut que l'État décide, oui ou non, s'il veut mettre les moyens pour pouvoir traiter cette question de façon sérieuse. Moi, je pense que l'État, c'est un avis, ce n'est pas une analyse, l'État ne va pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre.
Ils ont leurs gilets jaunes, ils ont tous leurs problèmes qui sont là-bas, ils ne vont pas mettre des choses ici, ils vont nous laisser mijoter, ils vont laisser la pression sociale se faire, comme si ça se passe là maintenant. Ils vont laisser les barrages pourrir notre vie, ils vont laisser les mamans, les cousins, les tontons dire quand on croit l'eau soya, laisser les barrages rester là, puis jusqu'à ce que le sang coule, et puis à ce moment-là, ils vont peut-être intervenir en se disant on vient mettre la paix au milieu des... En tous les cas, il faut poser le problème. Au milieu des indigènes. Nadia, ça te laisse un petit peu silencieuse. Oui, silencieuse, pantoise. J'ai un peu de mal à prendre du recul parce que je n'arrive pas à définir ce qui se déroule. Je trouve qu'il y a un tas de faits, mais je ne fais pas le lien entre eux. Merci beaucoup, Daniel, sur ce que tu disais sur le fait de la délinquance organisée et des groupes. Et j'ai juste une petite question avec ça, mais pourquoi faire qu'il y ait des armes de guerre qui circulent? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. imaginer. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans ce trafic. Lorsqu'on parle de... Mais qu'est-ce qu'il faut avec, elle dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut avec? Qu'est-ce qu'ils attaquent des banques? Qu'est-ce qu'ils attaquent des voitures, appartements dans la... Pas avec l'argent, mais avec les armes de guerre. Avec les armes? Donc ça veut dire que les armes sont financées, je ne sais pas, il faut bien les acheter, ensuite elles circulent et elles sont utilisées à des fins. Donc des fins qui doivent servir a priori un territoire ou des personnes, enfin que sais-je. Tous les 15 jours, tous les mois, il y a un jeune qui me voilà, c'est déjà entre eux. C'est déjà ça. Oh, oui, mais tout ça, mais tu me diras, mais tout ça, règle. Mais ça peut se régler sans armes de guerre, avec l'hospice. Par exemple, donc d'un côté il y a ça, d'un autre côté il y a des, on parle effectivement de l'envoi du RAID et du GIGN où tu te dis d'accord, alors c'est peut-être pas du terrorisme mais ça veut dire qu'on est à un niveau de violence qui est supérieur à ce qu'on avait malheureusement l'habitude de vivre. Et puis aujourd'hui il y a, je ne sais plus qui de vous parlait des barrages et puis surtout cette chose terrible que j'ai entendue et qui a l'air d'être normale pour tout le monde, on envoie des forces de police soutenir des interventions de secours. Et là, excusez-moi, j'ai juste envie de dire allô. C'est-à-dire que des gens vont secourir des personnes qui sont a priori en souffrance, en danger, etc. Et il faut qu'ils soient protégés. Pour aller se faire dialyser. Et alors, une chose qui est quand même difficile aussi à comprendre, comme tu dis, il faut analyser ça par fibri, secteur par secteur. Pillage, je comprends. Pillage, il y aura une explication, société de consommation, pression de la consommation et tout. Mais les incendies, quand le centre Océanis, non, l'autre qui a été... oui, Océanis au Robert. Océanis au Robert qui a été incendié, pourquoi? Les pharmacies. Piller le... Les pharmacies, un centre médical, une poste. Pourquoi incendier une poste? Quelle colère ça exprime, quelle haine. Vous voyez un petit peu les images je pense pendant que nous parlons. Il faut effectivement affiner l'analyse. Moi, l'une des analyses possibles, selon moi, c'est que justement ceux qui sont les plus organisés dans les gangs, ils ont besoin du chaos. Une société qui fonctionne bien, qui est bien structurée et qui est bien harmonieuse, ça les dérange. Eux, ils ont une société qui est dans le chaos. On a vu ça dans d'autres pays, hein, comment ça fonctionne. Ça les sert. Il m'est revenu à l'idée d'aller chercher le sens du terme lumpenprolétariat. Ça veut dire sous-prolétariat, les éléments déclassés, voyous, qui est très utilisé par Karl Marx dans ses œuvres, les éléments déclassés, voyous, mendiants, voleurs, etc. du prolétariat. Et je crois que les tenants de la lutte des classes et les communistes eux-mêmes, les représentants de la classe ouvrière, se méfiaient énormément du lumpen. Alors, c'est là que je me dis la question suivante. Pourquoi il y a quand même ici une sorte de tolérance, de laxisme? Pourquoi il n'y a pas de discours plus précis de cela? D'abord des syndicalistes. Ils désavouent du bout des lèvres les mouvements, parce qu'on a un petit peu l'impression que ces mouvements qui sont excessifs servent, c'est-à-dire viennent compenser le manque de force qu'ils ont, le manque de force sociale qu'ils ont. Et là, il y a une triche. Alors, il faudrait que tout le monde arrête de tricher. Alors là, moi, je dis que les syndicats sont un élément constitutif, consubstantiel de la démocratie. Ils représentent les revendications des travailleurs. Ça fonctionne comme la justice, ça fonctionne comme la liberté individuelle, comme le respect des gens. Mais il faut que les syndicalistes aient un peu de sérieux, puisqu'ils ont des droits constitutionnels. Quand on a des droits, on doit avoir des devoirs. Et on ne peut pas laisser, parce qu'on a une structuration mentale, on a une formation. Je les ai vus, là, Ribot et puis l'autre, parler avec des journalistes dans les chaînes françaises. Ils sont excessivement carrés et puis précis. Ici, je laisse un petit peu aller avec les journalistes d'ici qui sont
qui sont peut-être un peu tolérants, ou même peut-être pas exigeants, mais qui n'ont pas tellement envie d'aborder le fond des questions. Mais ces journalistes, ces syndicalistes, c'est pas un Cambuzi, c'est pas n'importe qui, un Ribot, c'est pas n'importe qui. Et les autres, ils ont un certain bagage. Et pourquoi? Et c'est ça que je leur reproche, parce qu'ils ont une formation. Ce sont des gens qui sont diplômés. Ribot est un Oui, non, mais... Pourquoi ne font-ils pas clairement et nettement, ne serait-ce que pour que nous puissions progresser, ne serait-ce que pour que notre jeunesse comprenne qu'une revendication sociale n'est pas une revendication du Le Pen prolétariat, Oui, de la lie, parce que on peut comprendre qu'il y ait des déchets dans une société, mais on sait que dans une famille, eh bien, il y a un petit mouton noir. Un petit mouton oui, noir. plus que mouton noir que déchet. C'est un peu fort. Oui, un petit mouton noir. Mais peut-être qu'ils sont... Peut-être qu'ils ont... C'est joli un mouton noir. Ils ont mal calculé. Et puis pourquoi noir d'ailleurs? C'est ça la vraie question. Pourquoi noir? Un petit mouton blanc. Ouais, voilà ce que je pense de ça. Mais peut-être qu'ils sont débordés parce qu'ils ont cru que justement cette frange pouvaient faire ils pouvaient les utiliser dans leurs revendications. Oui, c'est ce que tu dis, mais ils ont été dépassés. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais même dépassés, ils restent toujours à conserver comme caisse de résonance, comme si ça serait une caisse de résonance. Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui a dit sur un barrage, ils savent plus faire, ils savent pas faire, donc on a laissé, c'est nous qui maintenant qui prenons la direction. C'est-à-dire que c'est comme si tu as la boîte de Pandore, tu as ouvert une boîte. Ça a un nom aussi, c'est le populisme. Oui. Tu ne peux pas la refermer. Le populisme, parce que ça t'échappe. Le contrôle de la situation t'échappe. Exactement. Alors bon, c'est très bien, on va continuer à avancer piam-piam lapouillam dans nos sujets. On va passer, si vous voulez, à... Je vais appeler ça la question de l'autonomie, puisqu'on nous a planqué ça comme sujet, on est obligé de parler de l'autonomie. Bon, je me sens un petit peu anachronique et désuet, c'est le deuxième sujet. Je vais te laisser... Avant tout, je vais quand même lancer quand même le sujet. J'avais demandé à Mme Nadia Selka de nous expliquer comment, à 8000 km, la France organise, parce qu'elle est chez elle, parce que nous sommes chez nous, en France, elle organise son pouvoir et elle peut coller, peut-être baisser sur son conducteur, elle peut coller sur, oui, non, il ne va pas être élégant, parce que c'est l'énoncé de ces différents services administratifs qui vont montrer aux gens comment on mène un pays, comment on gère un pays. Alors vas-y. La Martinique est un territoire français. La France est un pays qui est organisé de façon centralisée et il y a à l'occasion d'une loi, je ne me souviens plus de l'année, de la décentralisation. Ça veut dire que sur le territoire de la Martinique, il y a les services déconcentrés de l'État, avec donc la représentation directe de l'État qui est le préfet. Je suis sous la pression de 2 avocats, là, je ne vous raconte pas comme je suis intimidée. C'est une épreuve, c'est un test. C'est un test. Pour savoir si on vous garde ou pas, ma chère. Je pars. De continuer. Alors. Et donc, je disais, donc, les services déconcentrés de l'État. Donnez-nous des exemples, s'il vous plaît. Le préfet. Oui, donc c'est la représentation vraiment. Vous regardez votre fiche. Et puis il y a ah oui c'est vrai, tu m'as dit par exemple pour le travail, la DIECT ou la DEAL pour l'environnement et l'aménagement du territoire. C'est l'énoncé qui va montrer aux gens. Et puis donc il y a ça, c'est la déconcentration, donc c'est vraiment directement les ministères. Et puis il y a la décentralisation. Et dans le cadre de la décentralisation, ce sont d'autres pouvoirs qui sont donnés donc, aux instances sur les différents territoires. Donc ça veut dire que la Martinique, elle est dans l'État français et elle a les mêmes outils, d'administration, de gestion que d'autres territoires qui vont être dans l'Hexagone. Si c'est ça ta question. Ce que je voulais, c'est qu'on me dise qu'il y a Pôle emploi, il y a la CCI, il y a l'IEDOM. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les sociaux. Non, on fait pas un cours. On explique comment c'est organisé, comment c'est encadré. Et on va arriver à un point où je vais vous demander si est-ce que M. Chibi, est-ce que M. Marie-Jeanne, est-ce que les EPCI on voit au chapitre lorsque ces administrations traitent de ces problèmes-là. C'est là que je voulais arriver. D'accord, ok. Mais alors plus largement, si j'ai bien compris ta question, l'idée pour moi, c'était bien de dire que quels que soient les problèmes, quels que soient les sujets, il y a un
un représentant, que ça soit dans le cadre de la Exactement. décentralisation ou de la Oui, déconcentration de oui, l'État, oui. quel que soit Le l'objet, territoire, l'objet, la compétence, il y a l'organe, l'outil, comment on dit ça? l'instance, L'instance, l'administration. merci. Compétente. Parce que tout ça, ce sont des compétences. Donc, ce qu'on dit, il y a les compétences régaliennes, il y a une justice et compagnie, et puis il y a les compétences locales qui sont... Mais il y a toujours les instances pour discuter des Et sujets. même celles qui en apparence sont entre les mains d'une autorité, je parle du port par exemple, je parle je sais pas moi, Alors, il y aura par ça. exemple le port, ou par exemple, il y aura, tu as dit l'exemple de la CCI de Martinique, Avec le président, fait partie, ouais. qui représente, donc ce sont les commerçants, commerce et industrie du territoire, la Il y a un CCI de président qui est Martinique, M. Jacques, qui est oui, martiniquais en apparence, qui oui, fait qui est partie martiniquais. du réseau des chambres de commerce et d'industrie de France, avec comment dire, des compétences De gestion. tout à fait générales. Sur lesquelles voilà. elle ne peut pas prendre de décision. Elle ne peut pas Alors, c'est décider général, de mais c'est changer adapté l'affectation à chaque- du port. voilà, elle mais ne peut pas à chaque- décider à chaque de privatiser territoire. l'aéroport. Voilà ce que je voulais dire. Non. Voilà. Oui. Donc, c'est un président qui est là pour présider. Non, il est Il ne là faut pas dire ça. pour prendre les décisions. Comment te dire? Aménagement du territoire. Tu n'aménages pas un territoire comme la Martinique, qui est un territoire avec des risques, qui a tous les risques majeurs, qui en sont sur son petit, sur sa petite superficie, elle a tous les risques majeurs. Eh bien, les décisions que tu prendras sur ce territoire, avec toutes les compétences qui vont avec tout le maillage des différentes instances, ne seront pas les mêmes que qu'à Lille ou dans les Hauts-de-France, parce que la réalité du territoire n'est pas la même. Oui, En mais revanche, ce seront les mêmes Très instances et les mêmes concrètement. organes. Très concrètement, à 8000 km, il est très difficile, sans avoir le visa de l'autorité centralisée, de prendre une décision majeure en ce qui concerne l'aéroport ou le port. Voilà ce que je voulais dire. Alors que c'est le président de la Chambre, c'est la Chambre de commerce qui, en principe, a une certaine, théoriquement, à la gestion de l'aéroport et à la gestion du port. Ok, voilà ce que je voulais dire, sans aller plus loin. C'est une réalité. On ne peut pas décider, il ne peut pas décider qu'il va privatiser un petit bout de... Non, mais c'est normal qu'il ne puisse pas décider un aéroport. C'est pas normal. C'est un aéroport Je international. n'ai pas dit que ce n'est pas normal. J'ai dit simplement que nous sommes un territoire à 8000 km, qui a toutes ces CIE, GIEC, etc., qui ont le pouvoir. Parce que c'est normal, parce qu'on a choisi. Hein, je ne me remets pas en cause le choix. Je dis que structurellement, nous n'avons pas la même mise sur des secteurs qui tiennent à notre développement économique, qui tiennent à notre développement stratégique, c'est une réalité, je le dis techniquement, sans faire de politique. Et je dis que tous ces gens-là fonctionnent de façon distante et parfois, selon leur personnalité, hautaine par rapport à la collectivité qui est une instance, ou au PCI qui sont des instances de pouvoir que nous avons. Oui, mais c'est pas, je dirais, c'est une question éminemment politique, la question des pouvoirs, puisque c'est l'organisation de l'État. Oui, donc c'est éminemment politique. Oui, donc, je ne qualifie pas, je donne la situation sur le terrain. L'action culturelle ici est décidée par la DAC, la Direction des affaires culturelles, qui peut décider demain que la Biguine, que la Mazorca et que le Bel Air sont des arts mineurs. Ils peuvent le décider sans que en face, il y ait une autorité quelconque qui lui réponde. Vous n'avez même pas le droit de penser ça, de dire ça. J'ai pas tout à fait cette lecture. Attends, sur le même, comment te dire, en partant des mêmes outils et du même point de départ, j'ai pas la même lecture que toi. Pour moi, je vois ça plus comme des axes de travail et des compétences, tu vois, dans le sens j'ai la possibilité d'orienter, que comme quelque chose qui s'impose. Et je pense qu'il y a, me semble-t-il, les outils pour que le terrain, justement, fasse travailler et choisisse ses axes de travail. Les outils pour M. Letchimy, c'est d'écrire, de faire des lettres. C'est de faire, on va rentrer plus profondément dans tout à l'heure, je vais vous dire comment faire, c'est de suggérer effectivement ce qui ressort un petit peu de sa troisième voie, qui était une solution intelligente, de solliciter des instances faites de petits bouts de ficelle, on va réunir les syndicalistes, etc., mais qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas institutionnels, et les juristes, le juriste que je suis, je ne parle pas des autres juristes, dit que des solutions qui tiennent aux hommes, qui tiennent à l'imagination, qui tiennent à la créativité pour faire fonctionner un pays, ne sont pas pérennes. Et puis c'est une réalité, c'est tout. Je dis que de cette absence de lien
écrit, constitutionnel, entre ces différents secteurs dont je vous ai parlé avec les instances politiques. On est mené par deux pôles dont l'un n'a pas de réel pouvoir sur l'économie. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu un plan mené à terme, réalisé par la collectivité. Elle ne peut pas, puisqu'elle ne tient pas tous les ouvrages pour décider d'un plan, parce qu'il faut des exonérations fiscales. Et après, donc, vous allez me dire qu'elle peut demander des habilitations. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi elle ne le fait pas. Tu as fini ton... Donc je vais répondre quand tu vas tout à l'heure. Non, Alors, mais c'est tout à l'heure. Donc, vous avez un président du conseil d'administration de l'hôpital. Vous l'avez entendu parler pendant la pandémie? Non? Il a sorti un texte un peu blafard où il dit... Oui, on a eu l'occasion ici de le regretter. Bon, voyez-vous, etc. Bon, alors, moi, ce que je reproche aux élus, c'est qu'ils laissent faire ces divisions quand ils se présentent aux élections et tout, qu'ils ont un véritable pouvoir politique, un véritable pouvoir économique, ils vont pouvoir sauver la Martinique. Ils ne contrôlent pas. Alors moi, je leur reprochais beaucoup de se contenter de ce que j'appellerais un pouvoir cosmétique. Et puis, ils me disaient, ouais, mais les Polynésiens, les Calédoniens, les Saint-Martinois, les Saint-Barth sont beaucoup plus courageux. Vous verrez comment je vais retomber sur mes pieds. Et puis j'ai compris, parce qu'il y a un document qui est maintenant publié, je vous donnerai son nom tout à l'heure à l'administration, qui explique qu'il y a une raison financière simple qui fait qu'ils vont comme ça. Ils font comme ça. La CTM dispose, j'ai fait les calculs, de 4 000 € par individu. Le budget est d'1,3 milliard on est 260 000. Alors pourquoi on ne compte pas les 300 et quelques mille? C'est parce qu'on ne tient compte dans ces chiffres, j'ai découvert ça, que des gens qui réellement coûtent à l'État. À partir de 60 ans, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'université, il y a très peu de frais qui sont des frais majeurs. On s'est payé sa retraite théoriquement, on s'est payé ses frais médicaux, donc on ne coûte plus à l'État. Donc nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, 376 000 habitants. Les dépenses budgétaires et fiscales de l'État, voilà comment s'appelle le document. Un document de politique transversale relatif à l'outre-mer, il est annexé au projet de loi de finances. Il explique combien d'argent on dépense pour tous les Français. Dont nous, parce que nous sommes Français. Alors, les dépenses s'élèvent à une moyenne de 10 000 € pour nous, Martinique, Guadeloupe et Guyane, contre 7 100 € pour les dépenses en faveur du citoyen de l'Hexagone. Les citoyens de France, ça fait qu'ils ont fait hexagoner ça, de France, hexagone, de France. On est d'accord, la Martinique c'est ici, la France c'est là-bas. Et plus de la moitié de cet écart, ce qui est quand même en quelque part quelque chose de... C'est un acquis des luttes sociales, tient compte des 40%, les fameux 40%. C'est ça qui explique cet écart. À ces dépenses budgétaires, il faut ajouter 2 200 € de dépenses fiscales spécifiques, puisqu'on a des taux de TVA moindres qu'ailleurs. Donc l'État prend en quelque part sur lui, et il perd du moins. Parce que les taux ici sont inférieurs à ceux de la métropole. J'ai lâché le mot. Bon. Alors, si naturellement on prenait toute la population, l'écart serait encore plus important. Il faut quand même préciser que la mission Outre-mer, la mission budgétaire Outre-mer, représente 1 200 € par personne. 10 000, on est à 12 000, on est déjà presque au double de ce que la France dépense pour un citoyen de France. Voilà ce que nous coûtons à la France. Et parce qu'il y a des dispositifs spécifiques aux zones ultramarines, par exemple, il y a des aides particulières à l'emploi. Et c'est à Mayotte que les dépenses budgétaires de l'État sont les plus faibles. 5 000 départements, mais nouveaux départements, et puis avec aussi des lobbies, des groupes de pression moins organisés, 5 100 €. Alors, maintenant on arrive au cœur et je retombe sous mes pieds. Les territoires qui ont opté pour un statut dépendant de l'article 74, j'ai bien regardé les chiffres, je vous ai dit comment s'appelle le document, allez contrôler sur Google. Les territoires qui ont opté pour un statut dépendant de l'article 74 de la Constitution, ce qu'on a refusé à 70%, à besoins égaux, vous le savez, ils ont besoin autant que nous de manger, de boire, de ponts, de routes, d'hôpital, bénéficient de budgets qui sont réduits de moitié de la France. Autrement dit, ils ont des 3 000, 4 000, ou nous avons 7 000, je vous donne le chiffre, 7 000 par personne. Ça veut dire que moi, je suis élu, et je suis fanfaron, je suis identitaire, je suis etc. Mais quand on me dit autonomie, et puis que je vais être réduit au sort budgétaire, et que je n'aurai donc pas d'argent pour distribuer, pour essaimer, pour payer au niveau de la collectivité, eh bien, arrivé là-bas, je dis, bon, on va demander ça, mais on dit ça là-bas parce que c'est une question identitaire. On appelle ça une question identitaire, mais ce n'est pas du tout une question identitaire.
L'autonomie, ce n'est pas une question d'identité. L'autonomie, c'est une question de morale, d'éthique, de responsabilité. Mais on ne peut pas non plus avoir cette éthique, cette morale, cette responsabilité quand on sait qu'on va enlever de moitié en le demandant, parce que c'est comme ça que ça se passe. Bien, si la France, le budget, vous coupe de moitié vos budgets quand vous avez opté pour un statut autre que la départementalisation. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ce sont les chiffres qui parlent. C'est Bercy qui contrôle. Non, mais non, moi je suis pas. Non, je pense pas qu'on puisse dire que c'est Bercy qui contrôle. Nous étions département français. Mais quand il y a eu un certain nombre de changements de la Constitution, l'outre-mer était dans un seul statut. En 2003, il y a eu. Mais moi je considère que c'est une révolution, pour un juriste en tout cas, une révolution constitutionnelle, où on a considéré que chaque territoire d'outre-mer pouvait avoir le statut qui lui convenait le mieux. Donc, c'est-à-dire un statut à la carte. Et ça a été instauré en 2003 dans la Constitution. C'est-à-dire que dans la Constitution, on a dit un peut être département et ne pas changer. Ça veut dire que quand vous choisissez, c'est le cas de la Réunion, qui a demandé que dans la Constitution soit mis qu'il veut être département et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il faut changer la Constitution pour que la Réunion ne le soit plus. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour nous, c'est-à-dire que pour nous, en Martinique, on nous a demandé ce que nous voulions. Est-ce que nous voulions être régis par l'article 73 ou l'article 74 ? C'était un premier référendum, mais on a dit que c'est 73. Et on nous a demandé après, dans un deuxième temps, comment vous voulez que ce que vous avez choisi, comment voulez-vous que ce soit régi ? Et que dit l'article 73 ? Quand même, l'article 73 nous dit que les populations qui choisissent l'article 73, ça veut dire dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. C'est-à-dire que tu sois de la Lozère, que tu sois, quel que soit de l'Est, de l'Ouest, ce qui s'applique là, s'applique à nous. C'est ce que nous avons choisi. On nous a demandé notre avis. Et c'est ce que nous avons choisi. Et on nous a dit que si nous voulions, parce que nous avons un contexte particulier, qu'il peut y avoir dans des adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités. Donc c'est à nous de déterminer, sachant qu'il y a des domaines dans lesquels on ne pourra jamais aller, on ne pourra jamais décider nous. Mais nous pouvons demander des habilitations dans certains domaines. On pourrait déjà se poser la question, pourquoi il n'y en a pas eu plus de demandes d'habilitation ? Est-ce qu'il y en a très peu ? Ou non, parce que c'est un processus qui fait qu'on empiète et qu'on va avoir un budget réduit. On te donne un non. 73, non, tu as l'habilitation, tu as le même budget. C'est de la théorie. On est habilité dans un certain secteur, c'est une forme d'autonomie dans le secteur, c'est pro en partie, quoi. Et du coup, les mécanismes financiers font que l'on se retrouve, en tous les cas, les élus se disent, ils vont comme ça, n'engageons pas de processus parce qu'on va se retrouver avec le budget de la Polynésie par tête d'habitant. Le budget, c'est une réalité économique, ça s'appelle le document de politique transversale. Autrement dit, aucun élu ne peut vaincre cette pesanteur, comment on dit ça, cette propension de ces services-là à dire vous êtes gouvernement locaux, débrouillez-vous, on vous donne une enveloppe, et puis c'est comme ça. En tous les cas, c'est comme ça. Peut-être que nous arriverions avec une certaine magie, nous autonomes, nous serions arrivés à maintenir ou même à avoir un budget qui croît, mais ça m'étonne. Et d'ailleurs, si on écoutait un petit peu M. Lecornu, on a une vidéo de lui, je ne sais pas s'il en parle très précisément, mais on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de ceux qui le gouvernent. De votre archipel et donc de son avenir. Les crises que nous affrontons viennent de loin. La réponse que nous apporterons ne peut être que collective. Nous nous en sortirons si, à travers les élus guadeloupéens, la voix du terrain se fait entendre pour construire une vision et tracer un chemin pour l'avenir. Nous tous, les élus, l'État, mais aussi la société civile, avons le devoir de travailler ensemble. L'État ne peut pas tout seul. Et voilà, l'État ne peut pas tout. Alors, ce que l'on vous dit, au moment où justement vous êtes dans un bam-bam et que vous appelez l'État, il dit mais vous êtes gouvernement, pourquoi vous n'avez pas prévu, vous faites des économies par là, etc. À toi, Nadia. Alors non, moi je vais carrément parler d'autre chose, j'ai presque envie de dire, pour demander, mais au fait on parle de quoi ? Là, on est passé d'une crise sanitaire à une crise sociale, qui devient politique. Une crise
Politique. sociétale. Ah non, non, Oui, parce oui. que les barrages, c'est plus du Oui, social, sociétal, d'accord. où là, c'est dans Et une... maintenant statutaire, politique. Et puis, oups, comme ça manque un petit peu de Tout à fait non-non, d'accord. allez hop, Développe. allons sauf mettre ou notre... alors- Non, laisse-la développer, Dana, s'il te Ou plaît. alors- Développe. Ou alors, et ça devient politique, on parle d'autonomie. Je me dis, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Est-ce que c'est pas aussi, de façon très cynique, hein, excusez-moi, est-ce que c'est pas une façon de... Bon, allez hop, on va vous occuper avec ça, et puis passer à côté finalement de l'escalade précédente que j'ai citée. Pour aller vite, je dirais, mais de quoi est-ce que l'on parle là? C'est quoi le sujet? Non, mais moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Il est demandé à l'État, au gouvernement, d'abroger la loi du 5 août qui rend la vaccination obligatoire. D'abord, demander à un exécutif d'abroger une loi, c'est pas possible puisque c'est une loi qui a été votée par le Parlement. Il est demandé. Qui demande? Mais Où est c'est le ça, document? dans toutes les revendications. Si, dans le revendication. C'est marqué expressément Oui. dans la liste des revendications, que ce soit en Guadeloupe ou en Est-ce que Martinique. les élus, Oui, la crise sanitaire. sanitaire. Non, mais est-ce que les élus l'ont demandé? Oui, aussi. Il y a des élus qui l'ont demandé. Non, mais est-ce donc- qu'une instance collective et politique l'a demandé? Est-ce qu'une collectivité l'a demandé? Est-ce que l'Etchimi a demandé ça? ou est-ce Non, que- mais je ne est-ce parle que- pas de la Martinique, je parlais de la Guadeloupe. Parce que Oui, là, oui, oui. non, ce que le monsieur Le Cornu dit, c'est à la Guadeloupe. Est-ce Il que parle M. pas de la Chalut, Martinique. a demandé d'abroger la loi sur... C'est Non, ça mais qui... c'est- parce non, que quand mais on traite Non, ces mais pour questions-là, le il faut coup, être très sur la délicat. crise Non, mais sanitaire, effectivement, me semble-t-il, c'était la première revendication. Là. Donc, Oui, il pour dit syndical- qu'on ne peut pas changer la loi, on ne peut pas l'abroger. Maintenant, si vous voulez demander la compétence qui permet de ne pas appliquer la loi, dans ce cas, il faut que vous demandiez ça. Mais moi, il n'y a pas d'illogisme là-dedans. Je pense qu'il y a une logique. Et je pense que ce qui gêne, c'est qu'on mette un peu les gens en face aussi de leurs responsabilités. Comment vous pouvez demander une abrogation d'une loi? Demandez ce qui est possible. Demandez ce qui est dans la compétence. Mais comment peut-on demander d'abroger une loi qui a été votée par un Parlement? Vous vous rendez compte du danger que ça pourrait être? C'est-à-dire qu'il suffirait comme ça, il y a un Parlement qui vote une loi, Bon, et puis nous sommes d'accord, ma chère d'accord. consoeur. On ne peut pas, c'est dangereux Je si on suis, pouvait faire ça. je suis ministre de l'Outre-mer. Parce que Il y a des moyens. Je suis ministre de l'Outre-mer parce que, on va parler des choses sérieuses quand même, pas techniques, vous demandez, soyez logique, ce sont des syllogismes, ça, quand on emploie une... Je suis ministre de l'Outre-mer, donc j'ai une certaine empathie pour les gens dont on m'a confié le sort. Ils sont un certain nombre de millions Outre-mer, ils sont comme ils sont, avec leur histoire, avec leur passé, avec leurs contradictions, avec leurs réalités et leurs difficultés, avec leur illogisme aussi. Donc je dois m'occuper d'eux. Je n'arrive pas brusquement à leur dire vous demandez quelque chose qui est contradictoire et qui est complexe, je vous coince, je vous dis demandez l'autonomie. Je ne fais pas ça parce que je sais qu'en faisant ça, je n'affronte pas les véritables problèmes qu'ils ont, qui sont un problème. Reprendre sociétal, social, sanitaire. Je ne fais pas ça social, parce que je ne suis sociétal. pas un allumeur de feu. Je suis un pompier, je dois venir éteindre et apaiser. Je n'arrive pas, je ne vais pas passer cette vidéo et je ne dis pas, je descends de l'avion, dans une langue de Molière parfaite et tout. Excusez-moi, je viens de passer un certain temps avec le préfet, le procureur de la République, la justice, etc. Et puis apparemment, c'est devant lui, c'était des élus. Et puis et puis ensuite, je ne me trouve pas scandalisé parce que les syndicalistes ont dit qu'ils veulent être reçus par moi en groupe. Ils veulent que je les reçoive 30 d'entre eux. 30 d'entre eux, je limite à 10 parce que ça ne doit pas être une chambre d'écho médiatique. Et puis ensuite, dans ma première intervention, mon pied sur le territoire européen, je suis scandalisé par le fait qu'il y ait pu y avoir des gens, des syndicalistes qui demandaient, sais-tu que c'est une aberration? Je continue. Une aberration qui a été de dire que oui, que l'on les dispense de peine du fait d'agression contre les forces de l'ordre. C'est évident qu'on ne va pas les dispenser de peine. C'est évident que la justice doit fonctionner dans un État. Mais ce n'est pas la première chose que je dis. Je ne mets pas les gens dans des contradictions, en face de leurs contradictions, pour gagner un travail
une place et faire un travail théorique et abstrait, je viens apporter la paix, parce que je suis censé apporter de la paix, le bonheur, la paix sociale et le calme. Voilà ma position. Ça, c'est du paternalisme. Non. Ça, moi, j'attends des élus, que des élus puissent dire, moi, je m'adresse à ma population, et à ma population, je leur dis, voilà, j'entends Je parle pas que des vous me élus, disiez... je parle du ministre. Eh bien oui, mais les élus, ils vont se mettre debout devant l'État français en disant ce qu'ils demandent, et en parlant, en donnant un projet d'espoir à la jeunesse. Il n'y a pas de vision. Et moi, non, mais ça, c'est le procès des élus. Moi, je parle de je ne fais ministre pas qui de arrive. procès. Je fais de procès. Ça, c'est le constat de l'incapacité des Je fais pas de élus. procès. C'est le constat de l'incapacité des élus. Non, mais c'est bien qu'on ait cette conversation un petit peu nerveuse. Au moment voulu, on fera le procès des élus qui ne sont pas devant le... Je n'attends rien de l'État français. Moi, j'attends tout de mon peuple. Je n'attends rien de l'État mais là, français. pour l'instant, le peuple... C'est pas lui qui doit me dire ce que je dois faire. Il est à la dérive pour l'instant, le peuple. Alors, moi, pour le coup, sans faire de procès ou quoi que ce soit, de façon vraiment citoyen lambda, bon, je suis très angoissée à l'idée de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, parce qu'elle va augmenter. Après tout ça, elle va augmenter. Mais c'est bien, Nadia nous ramène à la vie, la vie au quotidien. Oui. Mais je trouve que, comment te dire, l'intervention de parler d'autonomie, j'ai trouvé que c'était ajouter encore un son discordant à la cacophonie ambiante. Voilà, en résumé, c'est ça. Je me dis, mais de quoi on parle ? C'est pas le sujet. Aujourd'hui, avec une espèce d'impunité, de légèreté, on se retrouve à pas pouvoir circuler, à regarder à la télé ou sur les réseaux, enfin quand je dis sur les réseaux, plus ou moins sur son téléphone, des vidéos plus abracadabrantes les unes que les autres, à entendre de folles rumeurs, de raquettes et autres exactions, mais qui sont juste inimaginables, le tout avec légèreté, en se disant, puis on aura quoi demain alors météo des barrages. Aujourd'hui, on a la météo des barrages. Non, mais ou la météo de l'autonomie. Parce que M. Lecornu a entendu que la question a été posée en creux. La question a été posée en creux par les journalistes. Non, mais tous les deux. Non, mais sérieusement. Et vraiment, au milieu de tout ça, mais au départ, on est parti sur, déjà, réduire la crise sanitaire à une lutte pro-vax, anti-vax, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais on est parti de ça. De ça, on est arrivé à une crise sociale où c'est pas possible en Martinique. Ok, c'est pas possible en Martinique et la crise devient sociale, appel à la grève générale. Après la grève générale, on est à des barrages où chaque jour, enfin, on est en feu. Et puis comme si ça suffisait pas, c'était pas assez épicé, on parle d'autonomie. Et là-dessus, je dis non. Là, vraiment, Bon, mesdames, je vais mettre un là dans tout ça. On va passer, si vous voulez bien, à des problèmes de société. Ah ça nous manquait. Alors là, maintenant, je vais confier à celle qui était très en verve aujourd'hui, à Daniel, de nous parler de l'Europe, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Parce que moi, je vous explique pourquoi j'ai eu l'idée de ce sujet. J'ai discuté avec un garçon de l'hôpital pour prendre un rendez-vous. Je ne dirai pas qui, où et quel service. Et en discutant, je lui ai dit, mais quelle est ta position? Il m'a dit, tu sais, moi, ma position, que je ne veux pas de ce machin-là, etc., etc. Bon, c'est son droit. Et je lui ai dit, mais quels sont tes arguments? Il m'a dit, mais il nous cache que l'Europe a dit qu'il ne faut pas contraindre, qu'il ne faut pas l'Europe. Il cache la décision de l'Europe. Alors, je voudrais avoir des explications de Daniel. Tout à fait. Alors c'est un bon exemple de ce que les choses ne sont pas carrées, qu'il faut mettre de la complexité et de la nuance et qu'il faut savoir faire la différence entre les choses. En janvier 2021, l'Assemblée parlementaire du Conseil européen a pris une résolution indiquant qu'il faut s'assurer, que les États doivent s'assurer que les citoyens sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression. Donc, ça, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire c'est pas l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a 47 États, dont la Russie et la Turquie. Et cette Assemblée a pris une résolution. Le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Assemblée parlementaire. Non, c'est pas le Conseil de l'Europe n'est pas, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du coup, n'est pas l'Europe. N'est pas le Parlement européen. Le Parlement européen, n'est pas le Parlement européen. Et donc, une résolution de cette Assemblée n'a aucune force exécutoire dans les États. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi. C'est pas une directive. Non, ce n'est pas une directive, c'est une opinion. Ce n'est pas une directive, c'est pas un règlement. Alors, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui fait, quand on est dans l'Europe, donc quand on est la France, qu'est-ce qui fait contrainte?
Ce qui fait contrainte, c'est donc le Parlement européen et les décisions qui sont prises par la Cour de justice. Parce que la Cour de justice condamne les États lorsque les États ne respectent pas les... Alors, sur la question de la vaccination, quels sont les exemples qu'on pourrait avoir qui nous seraient donc applicables? Puisque là, ce n'est pas des conseils, des avis, c'est des contraintes. On a une première décision qui concerne la République tchèque, qui a été prise en avril 2021, parce qu'on avait saisi la Cour européenne sur l'obligation vaccinale à propos des fameux 11 vaccins dont on a parlé la semaine dernière, qui étaient obligatoires. Donc on a saisi la Cour européenne pour dire qu'il ne faut pas, que c'était pour la République tchèque, hein, mais ça s'applique à tous les États, à tous les États. Et là, la Cour a dit: les États sont habilités en matière de santé publique, parce qu'ils connaissent mieux les besoins de leur population, à prendre les mesures qui s'appliquent. Donc, ils n'ont pas condamné la République tchèque qui avait ordonné l'obligation obligatoire concernant les enfants. Ça, c'est en avril 2021. S'agissant de la France, la seule décision qui existe pour le moment, c'est une décision d'octobre 2021 concernant le pass sanitaire, parce qu'on avait saisi la Cour concernant le pass. Et il y a un avocat qui s'est fait l'écho et dit: j'ai une requête, mais saisissez-moi de plusieurs requêtes de façon, en quelque sorte, à bloquer. Il y a eu 8000 requêtes. Et la Cour a statué en octobre 2021 pour rejeter en déclarant ces requêtes irrecevables. Donc, l'Europe, la seule décision qu'on a concerne le pass sanitaire, qui a déclaré irrecevables les requêtes qui demandaient d'annuler, et on n'a pas encore de décision concernant l'obligation vaccinale. Ça va venir, mais on n'en a pas encore. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que l'Europe interdit la vaccination. Mais quand même, on va conclure sur ça, parce que malheureusement, on a un programme... On a pris beaucoup de temps sur la partie chaude de l'actualité. Une résolution, ça a quand même un sens. Une résolution du Conseil de l'Europe, ça a une fonction. Ben oui, ça te donne la tendance du Conseil. Ce que les gens interprètent comme une interdiction, c'est là qu'il ne faut pas. Il faut savoir donner la force des mots. On te dit, je considère que, mais maintenant quand on te contraint, ben, pour le moment, la Cour n'a pas dit ça. Je ne dis pas ce qu'elle dira. Pour le moment, elle n'a pas décidé. Et en résumé, il n'y a que le pass sanitaire. En résumé, je ne fais que répéter platement ce que tu as dit. C'est une directive. C'est une décision, non, c'est un arrêt. C'est une directive ou un règlement du Parlement européen qui peuvent être naturellement, en anglais, compulsory, obligatoire. On est d'accord? En conclusion. Oui, non, pas en conclusion. La vaccination demeure l'apanage de la législation des États. Oui, non, mais je voulais expliquer au niveau des définitions que le Conseil de l'Europe prend des résolutions et que l'Europe elle-même prend des directives qui nous sont obligatoires. Parce que là, les gens sont un peu perdus. Il fallait quand même faire une synthèse à la fin. Oui, mais c'est pas simple. Alors, j'ai un sujet à traiter en matière de société. C'est quand même expliquer pourquoi on est là. Je ne vais pas chercher d'excuses absolutoires pour les pauvres Martiniquais. C'est la pauvreté et le niveau de vie, puisque vous le savez que 29%, donc le tiers des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté. Je ne vais pas tout développer parce que c'est assez complexe. Je vais simplement, à l'emporte-pièce, citer quelques éléments d'un rapport de l'INSEE. Je me suis appuyé tout à l'heure sur un document budgétaire qui est annexé pour vous expliquer combien nous coûtons et combien nous coûtons maintenant en tant que département et combien nous coûterions si nous en alignions. Maintenant, je vais vous parler de la pauvreté sur un document de l'INSEE, le dernier qui a été publié. Alors, avec des commentaires de ce rapport de l'INSEE. Aucun commentaire que je vais faire à partir de maintenant ne vient de moi. Les ménages les plus modestes survivent en majorité grâce aux revenus sociaux. La pauvreté touche davantage les familles monoparentales, un seul parent. Et puis, en plus de ces inégalités sociales, il y a des inégalités territoriales. On sait qu'au centre de l'île, on s'en sort mieux au Diamant, aux Trois-Îlets, Sainte-Luce, où il y a une concentration des revenus et des richesses. L'INSEE nous apprend qu'un tiers des Martiniquais et Guadeloupéens vivaient, comme je vous l'ai dit, en dessous du seuil de pauvreté nationale, parce qu'il y a le seuil de pauvreté locale, et puis on ne va pas rentrer dans ça parce que parfois c'est tellement compliqué, établi à 1010 € mensuels, soit 2 fois plus qu'en France. 2 fois plus de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, il faut que je sois clair quand même. 28,6% des habitants
vivent sous le seuil monétaire, soit 96 400 personnes. On est 376 000 sous le seuil monétaire, contre 14% en France. Seuil de pauvreté, je voulais dire. Il correspond à un revenu disponible de 2 186 € par mois pour un couple avec 2 enfants. Autrement dit, lorsqu'on a 2 186 € par mois et qu'on a 2 enfants, on est dans la plus grande pauvreté. On ne s'en sort pas. Le taux de chômage s'élève à 17% en 2017. Il est 2 fois plus élevé qu'en France. 12% de la population se situe à la frontière, parce qu'il y a des variantes entre le chômage et l'inactivité. On fait un coup, on fait un autre coup. Le sous-emploi, c'est-à-dire on est sous-employé, induit naturellement des salaires, c'est-à-dire qu'on a des diplômes mais qu'on n'est pas employé à juste titre. Des salaires plus faibles. Ouais, voilà. Les plus fréquents, 11% contre 6% en France. Le taux, alors on peut se taper la poitrine, pardon. Le taux de pauvreté est supérieur en Guadeloupe en Martinique. Non, il est supérieur en Guadeloupe d'1 point, à La Réunion de 9 points, et en Guyane de 20 points, et à Mayotte de 49 points. C'est pas la même réalité, en fait. Oui, mais il y a toujours une explication à tout. 47% des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté. 40% des ménages, la moitié des ménages sont dans la souffrance. Vous les voyez qui passent dans leur voiture et tout, qui leur a coûté excessivement cher, ils croulent sous les dettes, mais ils ne savent pas comment ils vont finir les 15 premiers jours. 30% des plus de 75 ans vivent avec un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. 30% des vieillards sont dans la misère. Lorsqu'on sait que la Martinique est le département le plus vieux. Le plus vieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens malheureux autour de nous. Il y a, fort heureusement, là je suis très content, je suis très heureux de vous donner une information qu'il faut retenir, qu'il y a presque autant de personnes à très haut revenu en Martinique qu'en France de province. N'est-ce pas? Parle de vous, là. Ah non, voilà. En Martinique, 937 ménages, soit 2058 personnes font partie des ménages à très haut revenu. Il y a donc 2058 personnes qui font partie des ménages à très haut revenu. Ils ne précisent pas le montant. Je pense que c'est dans les 8 000, 10 000 euros à partir de ça. Et ils représentent 0,6% de la population du territoire. Le gap entre les riches et les pauvres est manifeste et saute aux yeux dans le mode de vie, malheureusement, ostensible, des mieux nantis. Parce que si vous allez à l'occasion de la Mercury Beach, quand ça s'est passé ici, mon fils me disait, papa, il y a un tas de jeunes Antillais qui ont dans les pères, dans les parents, des yachts qui valent le million, c'est des bateaux, le million, les 2 millions, quoi. Il y en a 50, 60, 70, 100. En tous les cas, sans redistribution, le taux de pauvreté s'établirait à près de 40% de la population. Sans redistribution des revenus, redistribution sociale, plus de 5% des Martiniquais vivraient sans ressources ou presque, c'est-à-dire qu'ils n'auraient rien du tout. Et 20% des moins de 30 ans dépendent quasi exclusivement de ces transferts. Ça, ce chiffre-là est important. Transferts sociaux. Ouais. 20% des moins de 30 ans dépendent quasiment exclusivement de ces transferts pour survivre. Quelle fierté, quelle honorabilité, quel espoir, quelle espérance on peut avoir lorsqu'on sait qu'on vit en quelque part des prébendes de l'État. En tous les cas, je dirais que ça n'est pas du tout une raison pour dire que ce qui se passe sur les barrages est justifié. Loin de moi cette idée. Loin de moi cette idée. Loin de moi de dire qu'en réalité, nous tous capons faire, ils capons faire, qu'ils peuvent casser, qu'ils peuvent voler. Loin de moi cette idée. Et personne, en tous les cas, dans les studios de Zitata, n'aura développé une théorie aussi imbécile. Et je dis qu'on peut essayer dans tous ces éléments de trouver des indices, des éléments et avoir des curseurs pour savoir comment faire jouer. Et qu'en réalité, si on ne trouve pas des solutions pour donner du travail, de l'honorabilité, de la fierté aux jeunes et aux Martiniquais, on ne va pas y arriver. Ça ne sera pas sur les querelles, sur le statut, l'autonomie, faire des trucs logiques. Vous voulez ça, donc si vous voulez ça, vous ne pouvez pas l'avoir sans ça. Alors prendre l'autonomie et puis million fille du bidim, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à créer les choses. C'est avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de compréhension, qu'on va comprendre ce peuple qui a été quand même tourmenté dans sa genèse, dans la cale du navire, dans son histoire, et puis qu'on ne me raconte pas que ouais, c'est fini, qu'on n'a pas cette atavise et qu'on ne peut pas passer avec nous. Moi, je suis glissantien. Je suis pour la société rhizome, je suis pour la société créole qui se mélange au monde, la société qui se revivifie, au contact de l'Occident, des valeurs, du travail, mais je dois donner compte des réalités.
J'étais un peu grandiloquent là quand même. Un petit peu, oui. Oui, mais c'est ça, il faut savoir. Hein. Il ne faut pas être Non, au. c'est vrai, c'est vrai. Oui, il faut pas avoir des Voilà, plaquettes, j'assume, il ne faut pas avoir des plaquettes, je suis désolé. Ok, mais dans tous les cas, ça te permet de traiter du féminisme. Allez, vas-y, il ne reste pas beaucoup de temps. Vas-y. Voilà. Non, mais Range-toi. ça va être très rapide sur le féminisme. C'est pas comme ça déconnecté. Hein. On a prévu parce qu'il y a quand même une réalité. Il y a quelques jours, c'était la journée pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, en 1999, l'ONU a décidé que le 25 novembre, ça serait cette journée internationale. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle du féminisme, parce que il y a quand même une réalité qui fait que la violence est encore très prégnante et on parle du nombre de féminicides qui malheureusement ne diminue pas. Et la deuxième raison, c'est que depuis le 3 novembre, les femmes travaillent gratuitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les femmes travaillent gratuitement? Ça veut dire qu'en termes de salaire, à compétences égales, à poste égal, les femmes sont payés moins que les hommes. Donc, par conséquent, on considère que... Et je termine en disant que le principe de l'égalité homme-femme est reconnu par la Constitution depuis 1946. Donc, je dirais aux femmes, attention, le combat continue. Oui, comme quoi, tu vois, les textes, souvent, ne sont pas la solution. La loi n'est pas la solution au C'est pas les textes qui problème. font changer les Nous avons esprits. dépassé notre émission de 5 minutes, ma printemps en studio. Mais on va quand même passer un petit peu de musique. Je salue tout le monde, je vous salue. Oui, Et puis, on va essayer de à faire ça bientôt. encore plus chaud la prochaine fois. On a du peps à cette émission. Une petite vidéo, un petit quelque chose pour finir et se rencontrer, si Dieu veut, la semaine prochaine. Aïe l'amour, moins carré, chine en bout de ton cœur, moins c'est clair l'ennui de soleil. Yeah, c'est au moins, mais lélé, allélé, lélé, allélé, lélé, allélé, yélé, c'est au moins, mais lélé, allélé, lélé, allélé, lélé, allélé, c'est au moins, mais. Qui j'en fait, pas qu'à comprendre, ce qu'à c'est pas ni problème. Pourtant, ça te savent, la vie, l'arrête, qui j'en autres fait pour payer ça, kembe. Sous classe, c'est le médicament, nous ni. Ça comme ça. Sous classe, c'est le médicament, nous ni. Ça comme ça. M'en pas te connaître, c'est vrai, là, ça. Bon, moi, dans la, moi, puis ça, comprendre. Bon, moi,
Thank you.